C'est bon ça. Didier, il arrive. En avant. C'est beau? On est bon? Je confirme qu'on est en live sur Facebook. On nous Enchanté. entend. Eh bien, bonjour à tous. Vous aurez remarqué la voix changeante de Didier Ress. Et non, c'est bien Sylvain Druguet qui vous parle. Bonjour Sylvain. Nous sommes sur la table avec les camarades Vincent, Didier et puis ma chère Béné. Et on va vous parler de menstruation, je crois. C'est ça les collègues? Enfin, on. Tu. Je suis le seul à parler, c'est ça? Nous, on t'écoute. Vous allez J'ai demandé à ChatGPT là. Les escrocs. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une caméra, je crois, qui vérifie que je suis pas sur ChatGPT. Moi j'ai hâte de connaître vos effets secondaires les gars. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être de parler un peu de notre vécu, l'expérience qu'on a avec les athlètes qu'on pourrait avoir. On a une femme autour de la table, on va peut-être essayer aussi de lui demander son avis. C'est ce que j'allais dire. Sommes-nous légitimes pour parler des menstruations et sport? Mais tu es légitime. Pour avoir entendu des conneries comme ça à la télévision. Pouvons-nous en parler? Avons-nous le droit? Oui, est-ce qu'on entraîne des femmes aussi? Et oui. Et en fait, on devrait se priver de 50% des sujets alors. Tout ce qui parle des nanas, on ne devrait pas avoir le droit d'en parler. Moi je pense qu'il faut au contraire qu'on soit en mesure de discuter de ce genre de sujet, étant donné que 50% de nos clients, a priori, sont du sexe féminin. Mais alors pourquoi Donc, n'y a-t-il qu'une femme autour de la table? Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de parité autour de la table. La merde du... Alors, on t'attend, Sylvain? C'est des gens tueurs. Non. Je vois pourquoi je suis pas Je peux le animateur. prouver. Alors on commence peut-être par galanterie. Est-ce que tu es d'accord pour nous partager ton expérience? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui en tant qu'athlète te perturbe? Et est-ce que tu as une expérience par rapport à tes athlètes que tu suis? Alors personnellement non, c'est quelque chose qui ne m'a jamais gênée dans ma vie de compétitrice. Alors il y a deux choses quand même, il y a la vie de compétitrice et il y a la vie aussi de recherche, parce que je reviendrai sur l'aspect scientifique des protocoles de recherche au labo. En tant que compétitrice, non, ça ne m'a jamais gênée. Alors il est vrai qu'évidemment on a des phases dans le mois qui sont plus ou moins agréables, et il est vrai que on peut avoir éventuellement des effets secondaires qui sont plus ou moins marqués chez certaines que d'autres. Des effets secondaires, je pense qu'on en a toutes, à des degrés plus ou moins différents. Personnellement, ça ne m'a jamais induit de contre-perf. Alors peut-être que j'aurais fait des perfs peut-être plus importantes le jour J si j'avais été dans une autre période de mon cycle. Peu importe, ça n'a jamais été une contrainte en tout cas. J'aimerais revenir par rapport à la recherche. En fait, c'est intéressant. Donc moi là-bas, je travaille dans un laboratoire de recherche. Je travaille sur les bêta-2-mimétiques, donc les produits utilisés pour les asthmatiques chez les sportifs, donc pour voir l'impact sur le corps humain. Il est vrai qu'en tant que chercheur, on a quand même une grande disparité des études scientifiques sur les hommes et sur les femmes à cause justement du cycle menstruel, parce que les interprétations sont compliquées, sont difficiles, sont très complexes. Parce que je prends mon exemple, je suis pas très modeste, mais c'est facile d'avoir 40 mecs en même temps. Donc il n'y a pas de souci, on fait le protocole de A à Z et tout se passe bien. Pour les femmes, c'est beaucoup plus complexe parce que il faut que les femmes puissent être dans le même cycle menstruel pour pouvoir réaliser le protocole, pour pouvoir faire des prélèvements de sang. Donc c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup on a un laps de temps beaucoup plus conséquent, et donc il faut les faire venir au compte-gouttes pour avoir des données qui puissent nous intéresser. Donc ça c'est compliqué, ça c'est difficile, et je pense justement que en fait on laisse un peu les femmes de côté à cause de ce cycle menstruel qui peut venir perturber l'organisation des recherches scientifiques. Et d'ailleurs, petite confirmation peut-être auprès de mes camarades, mais on a beaucoup de retours d'expérience et d'études qui montrent que quand des femmes sont en groupe ensemble, dans un lieu fermé, elles finissent par se cycler et se réguler ensemble. Est-ce que vous l'avez constaté, ça, vous? C'était pas l'effet McClintock, un truc comme ça? C'est ça. Alors, là, c'est pas quelque chose que je suis allé voir récemment. Moi, j'étais resté là-dessus.
parce que c'est écrit un peu partout, et il me semblait que je crois que c'était publié dans Nature en 71, et j'espère pas raconter de la bouse en direct, et que ça avait été invalidé après derrière, en disant que c'était fait. Et pourtant, quand j'en parle, des fois on me dit oui, ma sœur et moi, ou avec ma mère, et d'autres qui me disent si, dans une équipe de hand on l'a vu, et là ça devient compliqué. Parce qu'une étude existe, ensuite on a dit que ça a été complètement invalidé parce qu'on n'a pas réussi à leur démontrer, et pourtant on a des retours d'expérience qui démontreraient que certaines le vivent. Alors est-ce que finalement c'est un hasard ? Et ben là j'ai pas d'explication parce que je suis pas allé rechercher ça. J'ai pas cherché non plus, par rapport à ce qu'on a préparé. Mais j'y ai pensé quand tu as expliqué le fait que pour les garçons c'est facile de venir en même temps et les filles, tu vois, il y a ce souci de réglage. Et moi perso je l'ai vécu. Que ce soit des filles de famille on était partis ensemble 3 semaines, toutes ensemble, et toutes les femmes avaient eu leur cycle exactement en même temps. Alors qu'elles étaient arrivées avant avec des périodes complètement différentes. C'est assez bluffant ça. Et peut-être que en effet c'est purement c'est un effet psychologique qui n'est pas automatique et qui n'est pas forcément reproductible dans le temps. Donc du coup, pas statistiquement fiable. Après, pour des petits groupes inférieurs à 5 personnes, 5-6 personnes, si tu fais des calculs de probabilité avec une petite marge d'erreur de 3-4 jours, on monte de tête là comme ça sur entre des chances d'y arriver qui sont entre 60 et 75% de chances. Donc ça veut dire qu'en fait c'est quand même relativement probable tu vois, d'avoir des femmes qui sont synchro sur des petits groupes. Peut-être que le biais il vient de là. Ouais, mais là, la durée des règles était la même. Même premier jour, même dernier jour. C'est quand même assez bluffant. Là ça réduit beaucoup, ouais. On n'a pas fait. On ira creuser, hein. Ouais, tu vois, j'avais pas prévu de parler de ça, mais du coup on ira creuser. Oui, parce que c'est des choses qui m'intéressent. Donc à regarder. Je suis resté sur le fait que ça avait été retiré. Ça veut pas dire que ça peut pas revenir à un moment donné. Carrément. Du coup, votre expérience, Didier ? Et justement, non, j'allais rebondir. Je rigolais en disant, sommes-nous légitimes pour en parler ? Parce que rappelez-vous qu'il y avait eu une émission de télé ou de radio, de télé, où il y avait 6 experts autour d'une table. Je crois qu'il n'y avait qu'une femme ou il n'y en avait pas. Et ça fait un grand débat. Alors, je peux le refaire autrement. Est-ce qu'il faut avoir eu le cancer pour parler du cancer ? Est-ce qu'un oncologue a eu le cancer ? Parce que finalement, est-ce qu'il est crédible à parler du cancer ? Le mec, il l'a jamais eu et il va le soigner. Effectivement, notre pas quotidien, enfin quand même en partie. C'est-à-dire que moi, si ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis dans le domaine, bien sûr, on entraîne des femmes. Donc on doit s'intéresser au sujet. Alors qu'à une époque, je me rappelle qu'on m'avait posé la question, est-ce qu'il y a une différence homme-femme entraînement ? Non. C'était un non. Non, c'est pareil en fait. C'est parti, 3 séries 10. Oui. Mais non. Voilà, mais non. Et je crois que tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, parce que certaines ne vivent pas du tout la menstruation de la même manière. Et s'il n'y a pas de problème, il semblerait que s'il n'y a pas de problème, on est sûr, vivons tranquillement le truc. Mais s'il y a un problème, aujourd'hui il y a plusieurs applications qui existent pour suivre exactement ce qui se passe sur un mois, et ça se répète sur plusieurs mois, pour te dire dans quelle phase tu es. Et si on sait qu'il y a des phases répétées où tu te sens mal, on peut adapter l'entraînement. Donc, et ça devient intéressant parce que on est formateur, on est entraîneur, et quand on est formateur, on se retrouve avec à un moment donné un examen où il y a 40 personnes, et ça me dirait qu'on vient me voir, ah ouais mais moi ça va être dans ma période, ça va être dans ma mauvaise période. On comprend tout de suite la phrase. Alors on peut pas lui répondre, je m'en fous, c'est pas le sujet. C'est dire que là au JO par exemple, il n'y en a pas une qui va y aller en disant est-ce qu'on peut pas mettre la finale dans 2 jours. Et là ça nous fait rire. Et pourtant pour un examen ça nous ferait pas rire. Mais ça veut dire que certaines le vivent vraiment mal. Ouais. Quand d'autres, et d'autres ne le comprennent pas, parce qu'on dit mais qu'est-ce qu'il y a là celle-là, parce que je vois pas le truc, moi aussi je suis une femme. Oui, donc ça veut bien dire que certaines femmes le vivent bien, d'autres le vivent moins bien. Après, aux Jeux Olympiques, il y a beaucoup de femmes qui sont aménorrhées, donc du coup ça règle le problème. Surtout dans les sports d'endurance, donc c'est bon. Voilà. Il y a une étude, je sais plus, c'est 2021-2022 qui a été faite à l'INSEP sur, je sais plus, une centaine de femmes. Justement, la question était est-ce que en fait ça vous perturbe pendant l'entraînement et ou pendant une compétition ? Il y a eu quand même 84% ont répondu oui. C'est quelque chose qui est contraignant. 84%. 84%. Maintenant, c'est un bon chiffre. C'est plus de 8 sur 10. Maintenant, au niveau des recherches, moi j'ai fouillé un peu. On a quand même très peu d'études et c'est très contradictoire. Alors après, si on se réfère un peu au cycle, évidemment, il y a des périodes qui pourraient, mais on a encore rien n'est validé, qui pourraient être plus propices pour s'entraîner, pour performer. C'est au moment où il y a le pic d'œstrogène, qui a un effet neuroexcitateur, qui est anabolisant, et qui a un impact sur le glycogène du foie. Bon, ça peu importe, on peut le réguler avec l'alimentation. Maintenant, il y a des études, il n'y en a pas 50, mais il y a des études aussi qui montrent qu'on peut performer quand la progestérone est au plus bas. Et puis après, il y a le coup avec ou sans pilule.
Donc là aussi, si je prends la pilule, si je prends pas la pilule, j'ai une inhibition de la GnRH. Donc ça veut dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc pour l'instant, c'est très, très contradictoire quand même. On n'a pas forcément d'avancée, donc je pense que les mécanismes restent à être... On va revenir sur chacune des phases après, si vous voulez. Et de tête, je peux vous dire à peu près ce que j'ai trouvé sur la dernière méta-analyse, ça doit être 2024 ou 2023. Et en effet, c'est assez contradictoire, sauf sur un élément, on en reparlera au moment voulu. Mais pour revenir sur ce que tu disais, il y a un élément qui m'a perturbé, c'est que sur les athlètes olympiennes, mondiales et compagnie, donc très très haut niveau, on a une majorité de femmes aux États-Unis qui ne prennent pas de contraceptifs. Et ça m'a surpris, peut-être à tort, j'en sais rien, je sais pas si c'est le cas en France, mais moi personnellement, toutes les femmes que je connais prennent un contraceptif. Donc c'est pour ça que ça m'a perturbé de voir ça, mais peut-être que je suis pas dans le bon milieu, tu vois. Est-ce que toi tu peux le confirmer déjà, Béné ? Alors après, moi si je me réfère à ma discipline, haltérophilie, force athlétique, alors il y a des âges. Personnellement, j'ai pris la pilule pendant 17 ans. La pilule entraîne aussi des effets secondaires. Je la prends plus depuis un paquet de temps. Et je trouve que est-ce que c'est en lien ? J'en ai absolument aucune idée. Mais mes perfs ont continué d'augmenter. Et pour autant, elles ont augmenté. J'ai fait des perfs dans des périodes où logiquement, physiologiquement, j'aurais pu ne pas performer puisque j'avais un taux de progestérone qui était au plus bas. Et ça n'a pas influencé en tout cas ma perf. Peut-être que ma perf aurait été meilleure si j'avais été dans l'autre cycle. Donc c'est à discuter. Ouais. Et là, on est sur un sport de force. Alors après... Non mais c'est vrai, on est sur un sport de force. Et oui. Parce que sur un 10 km ou un marathon, est-ce que tu te senti aussi bien ou moins gêné ? Du coup, sur les sportifs à haut niveau, qui ont des femmes athlètes qui ont des taux de masse grasse trop bas, elles sont aménorrhées, du coup c'est un non-sujet quoi. Oui, mais tu l'as dit tout à l'heure, ce que j'allais dire, ça répond aussi, elles ont pas besoin de prendre la contraception. Ouais, du coup ça reste vraiment partie du truc. Après, Elles peuvent être aménorées de deux manières. Excuse-moi Béné, je t'ai coupé. Vas-y. Elles peuvent être aménorées par ce manque de disponibilité énergétique. Ouais. Donc la cellule se met entre guillemets en veille. Et elles peuvent être aménorées parce qu'elles prennent un contraceptif qui fait qu'il n'y a pas de menstruation. C'est ça. Oui, ça peut être aussi les deux. Pour les sports d'endurance, souvent c'est parce que elles ont juste pas assez de masse grasse et voilà quoi. Et il y a aussi les sports aussi à catégorie de poids où on se retrouve aussi avec des femmes qui... La gymnastique, les sports de combat, c'est fréquent. Tout ça c'est très très fréquent. Ouais. Du coup là la question se pose plus trop. Ouais. Mais moi j'ai eu des athlètes féminines que ce soit en course à pied, en athlétisme, en sprint, en sport de combat également et en haltéro. Et dans les sports de force pour le coup, alors c'est à un niveau très amateur, c'est pas du tout au niveau auquel toi t'étais. Pour le coup à l'entraînement ça les emmerdait quand même pas mal les règles. Donc du coup elles modulaient l'entraînement, on diminuait le volume d'entraînement de parfois 50% ou alors l'intensité de 30% et ça permettait de résoudre le problème. Chez les coureuses, c'est plus problématique parce que certaines femmes ont des règles douloureuses et les impacts, ça les tue complètement pour tout ce qui va être intervalle training, course à pied, etc. Donc du coup là, j'avais pas trop de solutions, donc le mieux que je pouvais leur proposer c'était d'arrêter complètement et de faire plutôt une session basse densité zone 2 pour vasculariser. Je sais pas si toi tu as des solutions par rapport à ça sur des athlètes qui font de la course à pied avec des impacts là-dessus. Non, là une solution à trouver là comme ça ? Changer de chaussures ? Non mais... non, pas du tout. Mais Après, peut-être qu'il y a aussi, tu vois, entre les sports d'endurance et sports de force, il y a peut-être aussi l'impact hormonal au niveau de l'intensité de l'entraînement, parce que sport aérobie, donc l'intensité elle est modérée, elle est faible. Sport de force, il y a un impact quand même de la GH, de la testostérone, etc. Donc peut-être que si on creuse un peu, peut-être qu'il y a un lien entre les hormones qui sont stimulées dans les sports de force en lien avec justement les hormones féminines et le cycle. Et à l'inverse, lorsqu'on pratique un sport d'endurance, l'intensité des hormones peptidiques et stéroïdiennes étant un peu plus faible, peut-être là aussi qu'il y a un lien avec justement les phases de la femme. Mais ça, pour l'instant, les études sont quand même très pauvres. C'est et donc, il y a encore beaucoup à faire. C'est surtout qu'elles sont très contradictoires. Tu voulais dire un truc, non ? Non. Non, ce que je vous propose à l'arrière, c'est qu'on fasse déjà un survol des différentes phases et qu'on explique en gros les grandes lignes. Et ça nous permettra de dire quels sont les attendus mécanistiques, parce que justement c'est un des thèmes sur lequel je voulais qu'on aille. Il y a l'attendu mécanique, telle hormone fait ça, donc en théorie on doit obtenir ça.
Et ce qu'on a dans la littérature, on a perdu Vincent Floneau. Bah lui, dès qu'on parle physio, le pauvre, le mec il part en cours. Non, il est super. Pour ceux qui nous écoutent, ils vont dire non, c'est vrai, non, c'était gratuit, mais c'est une blague. Non, donc, en théorie, en général, on commence à compter les jours du cycle d'une femme au premier jour des menstruations. C'est ça. On est sur une moyenne de 4 à 6 jours de menstruation. Ensuite, on a une phase folliculaire qui va globalement s'arrêter avec l'ovulation au 14e jour théorique du cycle, si le cycle est de 28 jours. Ensuite, on a une phase lutéale. Et puis ensuite, on revient au début du cycle, c'est-à-dire par une destruction de la muqueuse de l'utérus. En théorie, durant la phase des règles, durant la phase des menstruations, on a toutes les hormones qui sont au plus bas et qui sont stables. Il y a très peu de variations. Du coup, on n'attend pas spécialement de performance d'un point de vue physio purement. On parle pas de ce qui se passe dans la tête ou des gènes qui peuvent être occasionnés. Mais d'un point de vue purement physio, on n'attend rien de particulier. Par contre, d'ailleurs, à noter que dans beaucoup d'études scientifiques, la phase des règles, ils l'appellent the early follicular phase, donc la phase précoce folliculaire. Dans la vraie phase folliculaire, celle qui intervient après, on a une montée progressive des oestrogènes. Et en théorie, durant cette phase-là, on est censé être plus explosif, plus fort. Et là, c'est purement mécanistique. Ok, c'est assez logique. On augmente l'excitation nerveuse. Donc en théorie, on a une meilleure explosivité, on a une meilleure force. Études scientifiques à l'appui, qu'est-ce qu'on a ? Rien. Il n'y a pas d'amélioration dans l'immense majorité des études. Non. Donc ça, c'est quand même assez perturbant. Qu'est-ce qui est... T'as l'expérience, Didier, doit avoir lu beaucoup d'études et qui se reflètent pas toujours sur la mécanistique. Qu'est-ce qu'il a pour expliquer qu'on a les hormones qui nous rendent forts, mais on n'est pas fort ? Voilà, il n'y a pas d'études. Tu me demandes une solution. Effectivement, et on part d'un constat. Je sais pas. Je pars du principe que dans cette phase folliculaire, fin de phase folliculaire, elle serait censée être au meilleur en fait effectivement de leur forme, sachant qu'il y a une variation de poids en plus qui se fait en fait pendant toutes ces phases. Alors, pourquoi nous on s'y est intéressé par rapport au fait qu'on enseigne dans le domaine de la musculation, donc on a la force athlète mais on a aussi le culturisme. Il faut partir du principe d'une femme qui a envie d'arriver en voulant faire une sèche et qui voit son poids grimper alors qu'elle crève de faim. C'est hyper déstabilisant. Ouais. Donc on s'intéresse à tout ça, mais j'ai pas d'explication tant que les chercheurs nous fileront pas effectivement d'explications plus proches. Je pars avec des grandes lignes, des études qu'on lit, et ça ne se vérifie pas toujours sur le terrain. Ouais. En fait. Et c'est pour ça. Alors c'est pour ça que j'en viens à des applications arrivent. Et moi la première question c'est est-ce qu'à chaque fois tu es gêné par tes menstruations ? On peut dire quand c'est quelqu'un qu'on connaît par tes règles. Non. Bah non, c'est parti en fait. Oui. Alors on va essayer de faire un petit suivi sur 2-3 mois. C'est un petit peu contraignant, mais on va essayer un peu d'optimiser quand même. Parce que bon, on est parti sur les sports de force, mais quand on parlait des sports d'endurance, alors elle est vieille l'étude, mais elle était propre. Moi je me rappelle que c'était sur une triathlète, parce qu'en plus on parlait d'impact. Les impacts cumulés égales à chaque fois, on n'y pense pas. Mais on écrase vraiment notre pied, on écrase nos vaisseaux sanguins, on pète des globules rouges. On pense pas à ça quand on court. On ne dit pas je pète mes globules rouges. Donc en période de menstruation, tu perds du sang. T'écrases tes globules rouges, c'était 14% de VO2 max en moins. C'est un vrai chiffre. 14% de VO2 chez certaines, et donc chez certaines, pas toutes. Donc ça veut dire aussi que la manière dont elles posent le pied fait qu'il y a peut-être moins d'écrasement, et d'autres, moins de perte de sang. Parce qu'il y en a qui perdent pas beaucoup de sang, d'autres qui perdent beaucoup de sang. Oui. Donc le côté, si on n'a pas toutes les explications, parce qu'on ne va pas les avoir si les chercheurs ne les ont pas données, c'est le principe de la science et de la recherche. La recherche, elle cherche, et la science, elle explique ce que la recherche a sorti. Si on n'a pas l'explication mécanique et autres, on ne la donnera pas. Par contre, nous, à appliquer sur le terrain, maintenant, première question, ça te dérange pas, ça te dérange. On essaie de faire un suivi et nous, on va essayer d'adapter quand même un petit peu l'entraînement en fonction de ces phases-là. Moi, j'en ai, il y a 4-5 jours, c'est vraiment compliqué. Et j'en suis au stade, et je commence à m'y intéresser en me disant, bon, on peut peut-être lâcher un peu l'entraînement là, pendant 3-4 jours. Oui. Parce que sinon, c'est un stress sur un stress. Et autant que j'ai toujours dit, il vaut mieux une mauvaise séance que rien du tout, ça peut se discuter. En tout cas, va à ton entraînement, mais on peut peut-être un petit peu réduire le volume ou l'intensité sur 3 jours, si ça te permet de repartir un peu plus fort. C'est pour l'instant, c'est pas un avis, c'est l'application que je fais de ce que je constate. Ouais. Alors l'autre donnée théorique sur les oestrogènes, c'est on a une diminution globalement de la densité en collagène
et de la synthèse de collagène durant la phase où on a les œstrogènes qui sont hauts, particulièrement l'œstradiol, le 4, je ne sais plus comment il s'appelle. Et ben sur le coup, ça c'est vérifié. Ça c'est vérifié, les blessures interviennent plus durant la fin de la phase folliculaire. Et j'ai trouvé au moins 4 ou 5 études à la suite qui donnent les mêmes résultats. En fait, là, je te rejoins parce qu'elles servent à ça, les applications. Parce que j'ai rebondi sur le côté forme, entraînement, mais il y a le côté blessure. Effectivement, des blessures peuvent être répertoriées dans des phases. Donc là, on a lu le même truc. Et si tu sais que c'est dans cette période-là que tu as le plus de blessures, mais encore une fois, adapter l'entraînement à ce niveau-là, ça devient malin. Ouais. Et pour être franc, je ne me suis pas intéressé depuis très longtemps. Alors, je vais lâcher le scoop, le mec il a faire de la pub même pendant une interview. La prochaine édition de la Bible de la préparation physique, que vous vous allez courir pour aller l'acheter. C'est plus de 3 syllabes un samedi après-midi, c'est un peu difficile, surtout après 3 heures de sommeil. Et là je dis 3 heures de sommeil en faisant un clin d'œil. Ah non, ça n'a pas de lien. C'est juste que lui, elle aussi n'a pas beaucoup dormi. On devait préparer des choses. On fera un chapitre d'ouvrage entièrement sur la femme. C'était déjà prévu. Femme et sport. Alors qu'à une époque, comme je disais, je pensais qu'il n'y avait pas de truc. Et à force de lire, tu es en train de te dire, oh là, toutes les choses que j'ai peut-être ratées. Ouais. Alors que j'aurais aimé faire de la pub là. Je vais faire de la pub pour Instagram, c'est possible ça? Pas pour moi. Hein. Une dame qui s'est spécialisée sur l'entraînement féminin. Toute sa page, elle est là-dessus. Voilà, c'est Femme Power Sportive. C'est pas la jeune fille qui devait venir à l'origine? Non, c'est pas elle. Non. Eh ben écoute, c'est le hasard de la vie. Celle qui tient ça, je suivais moi ses études sur la longévité chez le sportif de haut niveau. Elle est dans le laboratoire de Jean-François Toussaint. Et Jean-François Toussaint, je l'ai rencontré l'année dernière à Constantine, il faut le faire quand même. Et en allant voir sur son site de l'IRMES à l'INSEP, là, j'ai vu qu'il y avait cette femme-là. Mais moi je pensais qu'elle bossait que sur la longévité. Elle a fait une page Insta en parlant que de ça, des menstruations et du sport. C'est très intéressant. Et elle lance une application aussi sur ce suivi. Tu commences à voir qu'il y a des choses. Finalement, on disait qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas assez de choses, en tout cas. Il n'y a pas assez de choses. Pourtant, vous avez un bouquin entier qui s'appelle Gynécologie du sport. Ça fait longtemps que je me le suis tapé, le bouquin, qui est assez épais. Je crois que c'est 500 pages, un truc comme ça. Et quand tu lis, tu as l'impression que c'est très, très, très précis. Hein. Un peu comme nos anciens bouquins de physio. En fait, on ne sait pas grand-chose, mais on en parle longtemps. C'est ça. Ouais, et tu sais que ça va être fragile au niveau des nez. Mais c'est en train de venir. Alors, ça suit l'époque aussi, hein, où en fait, on parle beaucoup de la place de la femme dans la société. Donc, je pense qu'on est en train de se dire, c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé aux études dans le sport, et plutôt masculin, et je pense que à suivre sur les années. Ouais. À suivre. Et puis, si vous voulez l'entraîner correctement, une pauvre application qui est gratuite, bon sang, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Mais quelle aide. Et là, je suis en train de la mettre en place. D'accord. Bon, du coup, phase suivante, à moins qu'on ait encore des choses à dire sur la folliculaire. Vincent, on n'est toujours pas revenu. Théoriquement, c'est l'ovulation. Et là, il faut faire attention. Et là, fallait si tu ne parleras pas de ton copain tout à l'heure, je tairai à la fin de l'histoire. Ça sert à ça aussi, l'application. Méfiance. Et là, stupeur, phase où on est ultra souple. Mesdames, elles sont plus souples, plus laxes. Alors, sachant que l'ovulation, c'est... On utilise la période 1 journée, voire 3 journées selon qu'est-ce qu'on prend en considération. On ne peut pas l'utiliser. C'est inutilisable. Tu ne peux pas faire une séance juste sur ce jour-là, sachant qu'en plus... Il faut être très fort en planif. Ah voilà, c'est totalement inexploitable. Faut avoir un bon coach. Et en plus, j'en parlerai juste après, la variation des cycles, c'est purement dingue. C'est-à-dire qu'on te dit qu'un cycle normal, c'est un cycle qui dure en gros 22 à 35 jours. Ouais, la vache. Plus ou moins. C'est quoi les cycles pas normaux? Et je pose la question à une gynéco, elle me dit plus de 45 jours. Ah ouais. Ah oui, quand même. Et on peut quand même varier. C'est pas forcément 33, non. Coup. Et d'ailleurs, d'où l'inquiétude de certaines femmes. J'ai toujours pas bien rien, Puis ça finit par arriver. Ouais. Puis tu leur mets un coup de pression, gros coup de stress. Il n'y a rien qui vient. Et puis d'un seul coup, le stress descend. Et c'est parti. Et parfois, tu peux les avoir 2 fois dans le mois. Ah ouais. Avec, moi personnellement, ça m'est déjà arrivé. Mais après, quand tu fais, alors t'essayes de faire des rapports qui sont bons ou pas bons, encore une fois, hein, parce que tu sais pas non plus sur quoi t'en tenir, mais avec un stress parce que tu as un événement qui arrive qui n'est pas forcément attendu et tu as un stress important, énorme. Moi, je me suis retrouvée avec 2 fois mes règles dans le mois. Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Oui, c'est encore moins pratique là. Comment ? C'est encore moins pratique. C'est encore moins pratique. Alors même si ça m'a jamais cassé les pieds,
c'est pas, voilà, on s'en passe quoi. Ouais, bah tu m'étonnes. Mais le stress, je pense que les intensités d'entraînement sont importantes. Je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. Ouais. Le stress personnel, oui, les événements, les émotions négatives qui nous entourent. Hein. On est tous sous certaines contraintes, parfois de travail, etc. Donc ça joue sur notre psycho, et puis notre schéma est un peu modifié, et puis après il y a des perturbations physiologiques qui suivent, donc ça fait partie de la vie. Et puis peut-être que en fonction du type de sport, d'activité, il y a des choses aussi qui se passent. Moi j'ai fouillé, j'ai pas trouvé des choses extraordinaires non plus, et très contradictoires encore une fois. Où avec une période avec des oestrogènes très hauts, en fait on fait pas forcément des perfs, avec un taux de progestérone très bas, en fait on excelle dans notre activité. Bon, encore une fois c'est à méditer et puis à explorer beaucoup plus quoi. Ouais. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est sur le fait qu'elle puisse être un peu plus souple dans certains moments. Bon, on se doute bien que c'est pas physiologique, c'est pas des tissus conjonctifs qui changent en 2 jours et qui reviennent, qui est sûrement en lien avec le tonus musculaire. Mais c'est le moment d'en parler. Dans le sport, il y a toujours ce mythe de mettre la femme enceinte pour le sport de haut niveau. Et je vois que ça s'enseigne encore, je l'entends, je l'enseignais aussi, jusqu'à temps que je lise un Sport Heavy, où ils ont redonné un petit scoop qui était intéressant. Que c'est un mythe complet ce truc, hein, des femmes en Russie qui étaient mises enceintes par leurs petits copains pour justement avoir donc une polyglobulie, donc plus de globules rouges parce que le VO2 il va grimper au début, et pour de la gymnastique ou la danse se dire justement on va être plus souple. Faut quand même se dire qu'une grossesse, déjà c'est une prise de risque de fou, c'est une poitrine qui augmente, c'est des nausées parfois. C'est limite un état dépressif. Donc quand tu viens de te préparer 6 ans pour les JO, te risquer en fait tout sur un coup de poker, c'est bizarre. Ça veut dire que s'il faut un avortement, je ne dis pas le côté psychologique. Et juste quand même pour reprendre, donc ça vous trouvez dans un bouquin chez Deboc sur la femme sportive. Jean-François Lamour le dit à un moment donné dans un discours. Jean-François Lamour quand même, qui a été médaillé olympique, qui a été ministre des Sports, qui a été kiné de formation. Pour moi il colporte un ragot. Et là, on reprend l'article d'origine, vous savez, on a des Voici et des Galas, hein, des magazines que ça. Voilà, là, on est descendu sur l'article scientifique. Comité de relecture obligatoire. Nature. Voici Gala. Bon, et entre deux, Sport Heavy. Non mais, on reprend. Ils avaient fait justement un article avec une ancienne gymnaste très connue, dans lequel elle fait une interview en disant mon copain avait dû me mettre enceinte. Voilà. Et il s'avère que la vraie sportive découvre la supercherie, c'est un magazine allemand, porte plainte. Gagne, mais comme tous ces magazines, ça passe inaperçu. Ouais. Ils vont donner de l'argent, mais moi si on dit, écoute, tu gagnes 12 millions d'euros, si tu dis ça, par contre tu as un procès, tu dois 1 million d'euros derrière. Ouais, je vais dire ça, parce que je suis pas trop nul en maths, et j'ai compris le truc. Et ils ont fait pareil, c'est-à-dire qu'ils se sont excusés, oh là là, on s'excuse auprès de la sportive, ils ont payé, c'est réglé. Par contre c'est parti, l'information fait le tour du monde, et j'entends toujours... Ouais, tu sais, hein, on met les petites femmes enceintes pour. Et après, je dis non, mais ça c'est un mythe. Non, mais les Chinois ils font pareil. C'est plus les Russes, c'est les Chinois maintenant. Alors non, mais effectivement, si pendant déjà un cycle, on voit quelque chose sur la souplesse, pendant la grossesse, ah oui, là par contre c'est du tissu conjonctif. Là il se passe des choses. Je profitais vraiment, je me dis si on a un peu d'écoute, si on pouvait nous dans le sport essayer de protéger notre propre domaine, et éviter de colporter des trucs complètement faux, allez, je suis content de l'avoir passé. Ouais. Merci Sport Heavy. et j'y merci parce que quand même les ouvrages sont faits par des gens sérieux et on a l'impression que d'un seul coup, tiens, on lâche un truc en disant c'est pas bien ce qui s'est fait. Ce serait pas bien, mais ça s'est jamais fait. Oui, c'est clair. C'est clair. Ce qui est pas facile pour nous, formateurs, c'est de ne jamais dire de bêtises. C'est impossible. À un moment ou à un autre dans notre vie, on a dit des conneries. Soit parce qu'on était mal informé, soit parce que ce qu'on a dit a été démenti par la suite. Si c'est démenti par la suite, c'est moins grave. Si par contre c'était déjà faux au moment où on l'a dit, c'est problématique. Mais je pense que là où il faut qu'on joue un rôle aussi, nous, on change complètement du sujet, mais je reviendrai dessus dans 2 secondes, c'est qu'entre nous on communique. C'est-à-dire au lieu de dire au gars t'as dit de la merde, et d'être super agressif avec le gars qui était peut-être pas forcément de mauvaise foi, juste lui dire là-dessus non, c'est plutôt ça, tu vois. Je pense ça évolue plus vite. Parce que très souvent, on arrive dans des conflits de chapelle. Pourquoi ? Parce qu'on dit au mec, t'as dit de la merde, t'es nul. Et il est peut-être pas nul juste parce qu'il a dit un truc faux. Ouais, mais tu l'as dit, il est peut-être pas nul, mais peut-être nul. Peut-être qu'il l'est aussi.
Bon, bénéfice du doute. Tu m'as compris. Non, mais t'as raison, la forme, la manière de dire à quelqu'un ce que t'as dit est discutable. Voilà. Nous pouvons le dire autrement ou complètement l'inverse. Non, mais oui. Bon, ça, c'est l'âge. Je pense qu'il nous fait évoluer. Aujourd'hui, j'arrive à faire passer des informations plus simplement qu'avant. Avant, forcément, t'es jeune. T'as ton cœur comme ça. Tu dis, il a dit des trucs. Tiens, je vais rentrer dedans. Non, tiens, tu peux dire quelque chose. En vieillissant, c'est vrai. Et moi, j'accepte très bien qu'on me dise, c'est pas vrai ou il y a ça. Ah bon, merci. Des fois, je dis merci. Ah ouais. Tiens, vas-y, explique et puis j'irai voir. Ouais. Et après, je me mets des claques quand je lis le truc. Il avait raison. Le soir, en train de se flageller. Dans de la rose. Bon, phase suivante en théorie, dans la phase lutéale, en théorie, on a une meilleure utilisation des lipides. Moins d'utilisation des glucides et plus d'utilisation des lipides. J'ai pas les mécanismes en tête, donc je me souviens plus à quel niveau ça se joue. Mais toujours est-il que, en théorie, les activités longues et supralongues, alors pour moi long c'est jusqu'au marathon, supralong c'est au-delà du marathon, hein. C'est purement sémantique. Donc en 2 heures ou en 4 heures le marathon? C'est vrai, le cours, 2 heures. Tu parles pour moi? Nous c'est 4 heures et plus. Pour moi c'est plus de 4 heures, oui. Et donc, en fait ça se vérifie. Alors, si tu prends tous les sports d'endurance qui ont été testés à ma connaissance, modeste, il n'y a pas significativement de meilleures performances sur la phase lutéale. Par contre, la majorité des grandes performances qui ont été effectuées au marathon par des femmes ont été faites durant la phase lutéale. Coup de bol, coup de pas de bol, j'en sais rien. Et d'un point de vue ressenti, beaucoup de femmes, mais là aussi, il y a un ressenti qui est déconnecté du RPE qu'on connaît, qui lui est fiable. Là pour le coup, les femmes, le ressenti qu'elles ont de niveau de performance ou du niveau de gêne est très souvent décorrélé de la performance qu'elles font. Ça c'est assez intéressant quand même. C'est-à-dire qu'elles pensent être plus fortes, moins fortes sur cette phase du cycle. On vérifie, la performance elle est identique. Intéressant ça. Ouais, c'est intéressant. Et alors, parce que ça peut ne pas être simple, et même nous, il faut bien se repencher dessus des fois pour être correct. C'est pour ça que je ne vais pas rebondir non plus. Il me semble que c'est lié à l'insuline. En fait, ces phases-là perturbent à un moment donné l'insuline. Alors il y a un niveau de il y a un niveau de sensibilité à l'insuline, ça c'est certain. Ça c'est certain. Mais par contre, tu as bien toujours du glycogène à l'intérieur du muscle qui peut être utilisé, tu vois. Ouais. Mais je suis pas surpris en fait qu'à un moment donné, quelque chose soit favorisé sur l'utilisation des lipides. Je ne suis pas creusé. Ouais. Mais je trouvais ça intéressant et pour le coup la valeur, les marathoniennes elles sont toutes catégoriques là-dessus quoi. C'est dingue. À vérifier quand même que ce soit vrai, mais voilà. En tout cas dans les études ça ressort. Et en théorie, on a fait un cycle complet là. En théorie on recommence après. Ouais, et VR c'est pas trop mal parce que là on avait quand même une thématique très ciblée, c'était menstruation et performance. Ouais. Bon, comme il est parti, lui, il a lâché sa phrase, il est parti. De toute façon, elles sont minorées. C'est réglé. Qui a mis un laxatif dans le café de Vincent Flonneau? Donc, si elles sont aménorées, la performance, elle est à tout le temps. On rappelle, aménorée, je suis pas sûr que tout le monde connaisse bien le mot, beaucoup, mais pas tous, même chez les femmes. Aménorée, absence de règles, donc qu'elles soient primaires, on les a jamais eues. Et là c'est réglé, sans jeu de mots. Ou aménorée secondaire, ça veut dire qu'on commence à avoir une disparition en fait des règles. Et on en parlait dans un autre séminaire tout à l'heure. J'ai déjà entendu sur le terrain, mais moi ça m'arrange de ne plus avoir une menstruation. Oui. Et c'est là qu'on voit le manque de connaissances sur le sujet. Ils disent rien. Je comprends le côté ça m'arrange, mais il y a le côté est-ce que tu sais que si tu as une absence en fait de la ménarche, peut-être que ça va jouer sur ta santé. Et en fait là on voit que les gens ne sont pas informés. En même temps on apprend ça quand à l'école. C'est vrai. Beaucoup de choses. Et c'est pas une critique de l'école, mais. Ce qu'on voit, c'est le côté pratique. Et dans le domaine sportif, ça quand peut on mettre arriver. un tampon. C'est ça. Oui, c'est vrai. Et dans le domaine sportif, selon les cursus, on peut ne pas en parler. Je suis même en train de réfléchir si, dans mes cursus, à un moment donné, il y a un truc là-dessus. Quand on parle de la triade de la sportive, il y a un petit coup de projecteur là sur 2-3 aspects et point final. En général, c'est un petit quart d'heure sur le sujet parce qu'on parle du manque de masse grasse, etc. Alors qu'en plus, des fois, tu peux avoir un manque de masse grasse, mais finalement compensé à côté. Toi, tu es bien calé sur la diète là-dessus. Mais ça serait intéressant dans la formation de mettre un peu plus de sujets à des formations. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas. On le fait, on a une formation on le fait. On a une formation de 8 heures, on a un cours de 8 heures maintenant sur ça. Je fais un petit coucou à Johan Albignac et Gabriel Martin qui ont fait un gros travail. Ça paraît long, mais non, ça paraît pas long. Il y a pas mal de trucs à savoir. Surtout si on creuse pas et qu'on entraîne de la même manière. Ouais. Nous on le retrouve beaucoup en culturisme. J'ai beaucoup d'athlètes féminines qui sont aménorées et tu n'arrives pas à les raisonner. Donc en fait tu as deux possibilités.
soit tu les perds parce que tu les as braqués en leur disant c'est pas bon pour ta santé, etc. Donc il faut leur dire, de toute façon c'est une importance majeure de les informer des risques, des conséquences, etc. Donc, mais soit tu les perds, soit tu te dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle va aller au bout. Donc quoi qu'il arrive, elle sera aménorée. Mais la différence, c'est que dans le premier cas, elle t'a plu, dans le deuxième cas, elle t'a. Et donc le choix que moi je fais, c'est de me dire, je les informe, je leur explique tout ce qui se passe, les risques qu'elles peuvent avoir. Et derrière, ok, je vais te suivre, mais du coup, on va le faire à ma manière. Sinon, on travaille plus ensemble. C'est de la dictature. Ouais. Oui. Ah, moi je suis pour la dictature. Hein. Oui. Du moment que je suis le dictateur. Hein. C'est royaliste. Alors pour ceux qui ont pas compris, qu'est-ce qu'il a fait Didier Rest? C'est le cas de le dire. Je voulais juste vous avoir en face. Je sais pas pourquoi j'étais là. C'est plus pratique. On te voit mieux à la caméra en plus. C'est mieux. En plus là j'en ai une en face. Dédicace pour mes enfants. Mais du coup, on en a beaucoup en culturisme, on en a beaucoup en course à pied, on en a beaucoup dans les sports de combat, énormément. Et le problème du culturisme, notamment chez nous, et c'est valable aussi pour la course à pied, c'est que parfois c'est sur des périodes archi longues. Oui. Avant, tu avais des culturistes, elles faisaient une compète, elles descendaient à un taux de masse grasse très bas, peu de temps, et elles revenaient derrière. Maintenant, là je connais Amandine, je te fais un gros bisou. Amandine, ça fait 3 ou 4 mois qu'elle enchaîne les compètes. Donc ça fait 3 ou 4 mois qu'il n'y a rien du tout. Hein. Puis quand je dis qu'il n'y a rien, elle est descendue 5 points en dessous de là où il n'y en avait plus. Donc tu vois, ça me pose des problèmes d'éthique. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Non, t'as pas le choix. Tu vas aller aux compètes, t'as pas le choix. Ouais, et elles sont quand même suivies par un gynéco dans ces cas-là? Un gynéco, non? Parce qu'on a vu qu'on peut avoir, encore une fois, ces aménorrhées, mais avoir une compensation à côté et que niveau santé, ce soit, en exagérant, réglé. Acceptable. Ouais, oui. Ouais. Je comprends le côté éthique, mais à un moment donné, c'est sport santé, sport performance. On dit pas que ça s'oppose obligatoirement, mais à un moment donné, quand même. Ouais, si. Complètement. Hein. Complètement. Oui, il y a tous les soucis d'ostéoporose, on peut en parler rapidement. Hein. On a des soucis d'ostéoporose, on a des soucis de perte de masse musculaire, on a des soucis d'humeur aussi, on a des soucis de gestion de la température. On a beaucoup de soucis. À long terme. Il se passe des choses quand même. Ouais. Et puis tout simplement, la capacité à procréer. C'est peut-être le point quand même. En fait, vous avez quand même la belle vie, les mecs. Hein. Surtout qu'on a notre président qui a dit qu'il fallait faire un réarmement démographique. Oui. Donc faites pas trop de sport. Ah, donne-lui raison. Donne-lui raison. Pourtant, il fait du foot. Vous faisiez pas de la boxe? Oh la vache. Chut, on est en direct. Il nous a donné une leçon d'hypertrophie d'ailleurs. Hein. Ah ouais? Prendre autant de muscles en a rien de temps, chapeau. Chapeau. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez aborder sur des menstruations qu'on aurait oubliées? Sûrement. On en a certainement oublié beaucoup, ouais, mais... Sûrement, mais on a fait le tour déjà pas mal de choses. Ah là... si, je voulais parler... Vas-y, finis si tu veux, David. Non, j'allais dire une bêtise. D'ailleurs. Comme d'hab. Non, moi j'allais parler de l'irrégularité, de la survenue par exemple, de l'ovulation. J'en discutais encore une fois avec une gynéco qui m'expliquait que, en théorie, c'est censé arriver en pile poil au milieu du cycle. 14e jour pour un cycle de 28 jours. Et en fait, quand elles font les tests, elles se rendent compte qu'il y a des femmes qui arrivent à ovuler pendant les menstruations. Oh. T'imagines? Donc pour procréer, au revoir. Il n'y a rien qui va. Voilà. Et tout est déréglé. Et voilà. Et du coup, toutes tes phases, tu peux pas te calquer dessus. Donc quand bien même on arrivait à prouver les bénéfices de chacune des phases individuellement, on pourrait pas forcément le programmer pour plein de femmes. Après, parce que justement elles sont pas carrées. Individualisé, ouais. Tout est personnalisé. Ouais. Ça c'est assez intéressant quand même. Le train de vie, les entraînements, la multiplication des entraînements, tout ça, ça joue. Donc en fait, il n'y en a pas une qui se ressemble. Ouais. Même si la base est la même, en fait, on est toutes différentes et les effets secondaires sont différents. Donc il faut individualiser l'athlète, personnaliser en tout cas les entraînements et puis faire au mieux en tout cas. Mais pas facile, très complexe. Sujet très vaste. Je voudrais rebondir aussi sur un truc. Si jamais vous vous informez sur les études scientifiques qui portent sur les menstruations, vous allez voir énormément d'études qui ne comportent que 2 phases. La phase folliculaire, la phase lutéale. Si vous commencez déjà sur cette étude-là, il n'y a pas grand-chose à en tirer, parce que si vous regardez les courbes, je vous les partagerai sur mon compte Facebook en rentrant, si vous regardez la montée des différentes hormones, vous allez vous rendre compte que chacune des phases, on doit la couper en petits morceaux pour pouvoir justement différencier ces interventions. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas forcément des résultats qui sont très probants pour le moment ou qui sont très contradictoires. Parce que c'est évident que quand tu parles de 10 phases ou quand tu parles de 2 phases, tu ne peux pas obtenir les mêmes résultats.
Donc ça c'est un truc sur lequel je voulais insister parce que j'ai vu je l'embrasse mais j'ai vu une étudiante STAPS Lyon en Master 2 qui a fait un mémoire dessus et elle avait fait que 2 phases. Et donc elle comprenait pas pourquoi ces résultats n'étaient pas exploitables et pourquoi ils étaient en contradiction avec d'autres qui avaient fait le même genre d'études à l'autre bout de la France, je sais plus c'était Lille ou je sais plus où là-bas, qui eux avaient coupé en 4 phases. Bah oui mais c'est évident que tu peux pas avoir les mêmes résultats. Là, tu viens de souligner un vrai truc. La difficulté, pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, à lire les études scientifiques, le stretching, c'était à peu près la même chose. C'était quoi la définition du stretching déjà dans l'étude? Alors là, puisqu'on est à 70 000, je suis resté sur ce chiffre-là. Si on regarde le PubMed sur les 20 dernières années, on est passé de 700 études dans les années 2000 à 70 000 études sur le stretching chez l'humain. Déjà, il faut lire les 70 000 études. Et à chaque fois, quelle est la définition en fait, de l'étirement ou de l'assouplissement? Et là, on rigole. Et effectivement, si on commence à faire des études qui n'y a pas un standard, bon courage pour la méta-analyse. Et bon courage après pour l'entraîneur qui a besoin juste en fait, de quelques infos et puis d'une application pratique. Ouais. Et là c'est super embêtant. Là, actuellement, sur tout ce que je dis, on est sur le 4 phases déjà. En général. 4 phases. 4 phases, ça va déjà. C'est déjà mieux. Ouais. Et attends-toi à une catastrophe, 5, 6 ou... On a découvert que... Ça peut arriver. Ouais, j'ai même vu qu'il y avait un pic de testo à un moment. Ouais. Je l'ai plus en tête, mais il faut que pour demain, il faut que je me remette à jour. Oui. Bon, en tout cas, j'ai été ravi de discuter avec vous, les collègues. Merci. C'était un plaisir. Et puis, ceux qui nous ont regardés ou écoutés, bon courage et à très vite pour la suite. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Salut. On s'applaudit. Vous avez entendu? Vous avez bien entendu? Moi déjà, je pense quand j'entendais parler de BD. Moi j'entendais rien. Je me disais, est-ce que ça s'entend? Et vous? Vous m'entendez parler?